Pas les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing de la 21e et dernière étape du Tour de France, l'étape Champagne, comme elle est surnommée, une étape donc en théorie et souvent en pratique prévue pour les sprinteurs. Je tiens à m'excuser les amis s'il n'y a pas eu le débrief de la 20e étape hier. Je n'ai pas pu regarder cette étape, c'était suite à un heureux événement familial. Voilà, donc c'est ma vie privée, je tiens à m'excuser, mais on reprend pour cette 20e étape. Je vous laisse avec la vidéo présentation du profil et on se retrouve juste après pour le petit point historique. Les amis, découvrons ensemble le point historique, enfin les points historiques, puisqu'il y en aura deux spécialement aujourd'hui pour cette étape historique dans le Tour de France, l'arrivée mythique sur les Champs-Élysées. Le premier petit point historique, c'est la 49e fois que l'arrivée du Tour de France se déroule sur les Champs-Élysées. Lors de la dernière arrivée du peloton maillot jaune sur la plus belle avenue du monde, c'était le Belge Jasper Philipsen qui avait levé les bras. Le deuxième petit point historique, 20 ans. Comme le nombre d'années qui s'est écoulé depuis la dernière victoire française sur les Champs-Élysées. Depuis le 27 juillet 2003 et la victoire de Jean-Patrick Nazon, aucun coureur tricolore n'a levé les bras sur la plus belle avenue du monde. Les amis, avant de découvrir la désormais célèbre ou pas question du jour, il y a quelques petites choses à savoir avant le départ de la course. Aujourd'hui, la première partie de l'étape sera réservée à la parade et à la célébration des coureurs. Cette étape est souvent surnommée classiquement l'étape Champagne, d'ailleurs. On boit des coupes de champagne, voire des canettes de bière. Monsieur Marc Madiot et monsieur le directeur général de Jumbo-Visma. Alors que la deuxième partie de l'étape, dès l'entrée du peloton maillot jaune sur les Champs-Élysées, sera, elle, réservée à la bataille entre sprinteurs. D'ailleurs, on voit vraiment la différence. On a à 20-30 km/h en première partie de course et après on dépasse les 50 km/h. Donc, c'est une étape ainsi, c'est une étape promise aux sprinteurs, mais cette année qui pourrait sourire aux baroudeurs car il n'y a plus beaucoup de coureurs capables de gagner sur ce genre de terrain. D'ailleurs, en parlant de ce genre de terrain, on classe cette étape comme étant une étape de plaine, mais c'est pas une étape de plaine dite classique. On roule habituellement sur du bitume. Aujourd'hui, les coureurs rouleront sur du pavé et c'est pas tout le monde qui a les qualités nécessaires pour pouvoir s'imposer sur ce genre d'arrivée. D'ailleurs, les pavés aujourd'hui ont été rendus glissants par la pluie et la direction de course a décidé d'enregistrer les temps au 7e passage sur la ligne d'arrivée. Donc Jonas Vingegaard, sacré vainqueur du Tour de France dès le 7e passage. Oui, puisqu'en plus, une chute sur les pavés peut faire plus de dégâts que sur du bitume et on peut plus facilement chuter. Et aussi tout ce qui est technique, c'est peut-être pas les mêmes roues qu'on va mettre, etc. Il faut savoir aussi que les baroudeurs ont une chance aujourd'hui d'aller au bout, car on déclasse l'étape des Champs-Élysées comme une étape plate, mais elle ne l'est pas réellement. La remontée des champs est en faux plat montant et des fois elle peut être très difficile. D'ailleurs, si on n'est pas placé là, dans le sprint final, c'est mort. Et c'est peut-être à ce moment-là que certains baroudeurs voulant piéger les sprinteurs pourront se mettre à la barre et accélérer. Les amis, je vous invite à découvrir tous ensemble la question du jour. C'est parti. Les amis, je tiens à préciser que cette question sera répondue sous forme de dissertation. Un oui, un non, un non, un oui. C'est selon mon propre avis. Mon propre avis sera la première partie et la partie la plus longue. Voilà. Avant de découvrir mon avis personnel, donc le premier élément, je vais recontextualiser ou contextualiser la course. Il y a une interrogation sur cette étape. Les sprinteurs, les équipes de sprinteurs vont-elles réussir à contrôler la course? On regarde un peu un résumé, ça va nous permettre d'en savoir un peu plus. Kilomètre 0, un coureur tente déjà de s'échapper. Oui, c'est rare. Sur l'étape des Champs-Élysées, souvent on boit du champagne des kilomètres 0. Il s'agit du Belge Victor Campenaerts, fraîchement élu super combatif du Tour de France 2023. Oui, en plus, il n'aura pas de sprinter emmené puisqu'il n'y a plus Caleb Ewan, malheureusement pour l'Auto Destiny qui a eu vraiment de grosses mésaventures, l'équipe belge. Kilomètre 42,8, comme un symbole, Giulio Ciccone, le maillot à pois accompagné
de ses coéquipiers Mats Pedersen, l'ancien champion du monde, et Mathias Kelmos, Jensen Lidl-Trek passent en tête de la côte du pavé des Gardes. C'est la dernière ascension de ce Tour de France, en tous les cas ascension répertoriée au Grand Prix de la montagne. Kilomètre 58,9, le peloton maillot jaune emmené par l'équipe Jumbo-Visma fait son entrée sur le circuit final. Alors là, personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de suiveurs et de journalistes, on a été vraiment déçus de ne pas voir l'équipe du maillot jaune honorer des coureurs comme Thibaut Pinot, comme Peter Sagan, qui a malheureux pour son dernier Tour de France, qui a fait un Tour de France assez invisible, ou encore Tony Galopin, en les laissant rentrer en premier sur les Champs-Élysées. Pour les honorer, pour honorer leur carrière, leur grande carrière, surtout quand on a un coureur comme Peter Sagan, recordman de maillot vert, un coureur comme Tony Galopin, équipier modèle comme Thibaut Pinot avec un gros palmarès aussi, vainqueur du Tour de Lombardie, maillot blanc, podium sur ce Tour de France. C'est vraiment désastreux, alors que cette équipe Jumbo-Visma a vraiment pas de cœur, moi je vais vous le dire. Alors qu'une équipe comme Ineos, on pouvait critiquer ou autre, rouleau compresseur qui avait plus d'enjeu ni rien. Mais par exemple, rappelez-vous, elle l'avait fait pour Sylvain Chavanel en le laissant rentrer en premier sur les Champs-Élysées. On rentre à peine sur les Champs-Élysées que les équipes de sprinters vont se mettre à la planche. C'est l'équipe Alpecin-Deceuninck et l'équipe Jayco Alula qui vont réguler l'allure du peloton maillot jaune. Kilomètre 66, on va avoir quelque chose de vraiment étonnant et vraiment de très comique quand même. Il a vraiment du culot. L'accélération de Tadej Pogačar du maillot blanc à l'avant du peloton. Maillot jaune, il tient à passer en tête sur la ligne d'arrivée pour le deuxième passage. Mais il est suivi de près par Nathan Van Der Donk de Jumbo-Visma, alors qu'il n'y a plus vraiment d'enjeu avec 7 minutes d'avance. Je ne pense pas qu'il va les reprendre. C'est bête un peu côté Jumbo-Visma, laisser un peu ce moment de gloire quand même aux Slovènes. Il faut arrêter la connerie quand je vous dis qu'on n'a pas de cœur, on n'a pas de cœur ce côté belge. On n'a que du cœur pour boire des bouteilles de bière. Bon, kilomètre 85, l'échappée la plus sérieuse prend forme. On retrouve à l'avant Nelson Oliveira, Frédéric Frison et Simon Clark. Cette échappée qui va se faire reprendre. On va avoir Magnus Cornelissen qui va faire apparition après 21 jours de course, 23 avec les 2 journées de repos, en accélérant, accompagné de Julien Alaphilippe aussi dans cette étape. Voilà, les amis, je vous propose donc de découvrir le premier élément de réponse, c'est mon avis personnel, et c'est parti. Alors les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que on va le redire et le redire des milliers de fois. Aujourd'hui, l'étape est dans la théorie et même dans les faits, très souvent promise aux sprinteurs. C'est arrivé sur les Champs-Élysées. Bon, cependant, malgré une étape sans difficulté, le doute de voir les sprinteurs se jouer de la victoire aujourd'hui peut exister. Je vais vous le dire pourquoi. En effet, premièrement, on arrive en fin de Tour de France, les organismes sont fatigués, comme jamais, c'est la première fois qu'on voit vraiment des coureurs énormément fatigués. Sur les dernières étapes de plaine, d'ailleurs, les équipiers de sprinteurs n'ont pas pu cadenasser la course. Il y a plus énormément de sprinteurs dans le peloton. 3 sprinteurs de renom ont quitté la course. Mark Cavendish, recordman de victoire sur cette étape. Fabio Jakobsen et Caleb Ewan. Deuxièmement, si un sprint massif sur les Champs-Élysées est une formalité pour beaucoup, l'exploit de piéger les sprinteurs est possible. L'arrivée sur les Champs-Élysées est très particulière, c'est une étape pavée, les coureurs roulent sur des pavés, donc disputer une course sur les pavés n'est pas simple et demande des qualités particulières que tous les coureurs ne possèdent pas. Aujourd'hui, des conditions climatiques assez désagréables avec de la pluie peuvent aussi être un facteur important et aider des baroudeurs à piéger les sprinteurs. En effet, du fait des conditions climatiques, les pavés sont mouillés et peuvent donc être glissants. Malheureusement, un incident de course ne sont pas à exclure, on ne le souhaite à personne. Imaginez qu'il y a une grosse chute dans le peloton, alors qu'il y a une échappée qui a pris 10 ou 15 secondes d'avance et qu'on a à 5-6 bandes de l'arrivée, ça peut ne plus être la même. Eh oui, on dira aussi que l'avenue des Champs-Élysées ne présente pas en réalité un profil tout plat. La remontée de la plus belle avenue du monde est un faux plat montant où il faut être solide pour garder sa place. D'ailleurs, on le dit au dernier passage dans le tunnel des Champs-Élysées, il faut être dans les 30 premiers pour espérer gagner parce qu'autrement c'est mort. De fait, en prenant en compte tous ces éléments avec de l'ambition, il y avait aujourd'hui pour moi la possibilité de piéger les sprinteurs. Moi, personnellement, je pense qu'il y aurait eu moyen qu'en début d'étape,
comme je vous le dis, c'est l'étape champagne, on boit une coupette de champagne, on discute, on rigole. Bah que des coureurs qui n'auront aucune chance de s'imposer si ça arrive au sprint massif, qui n'ont plus ou pas de sprinteurs à protéger, d'échanger en vue de tendre un piège aux sprinteurs. Je pense à des équipes comme Soudal Quick-Step, à des équipes comme l'Auto Destiny qui n'ont plus pour l'un Fabio Jakobsen, pour l'autre Caleb Ewan, même à Astana qui n'a plus Mark Cavendish, des équipes comme DSM, même s'ils ils ont un sprinter, c'est pas l'un des meilleurs, une équipe comme Groupama. Enfin, je pense que ça aurait pu être intéressant de déjà en discuter préalablement, pas d'attaquer tout de suite parce qu'on sait qu'on n'a aucune chance, mais d'attaquer dans les 10 derniers kilomètres et de prendre un piège au sprinter. J'ai été très déçu de pas le voir. Les Belges sur ce tour, sur une étape où on s'était vraiment embêté, je crois que c'était l'arrivée à Nogaro, ont essayé de s'entendre, ont tenté un coup. Bon, ça n'a pas marché, mais au moins ils ont eu le culot de tenter. D'ailleurs, je pense que moi, personnellement, dans le dernier tour, et donc plus précisément dans la remontée des Champs-Élysées, un groupe de 3, voire 4 coureurs maximum, pas plus, parce qu'on n'aurait pas laissé, et pas moins, parce que ça aurait été impossible, aurait pu accélérer tout en demandant derrière aux équipiers de foutre un peu le bordel dans le peloton, comme le fait d'ailleurs Soudal Quick-Step quand ils ont un homme à l'avant. On l'a vu sur les deux dernières étapes. Les deux dernières étapes de plat où les sprinters se sont fait piéger, la 18e, la 19e. La 18e, on a vu Alaphilippe mettre la zizanie dans le peloton. On l'a revu mettre la zizanie dans le groupe de contre-attaque lors de la 19e. Bon, certains vont me dire, oh mais José, tu t'emballes, ça ne marchera pas. Ou du moins, la première tentative ne sera pas la bonne. Oui, bah alors à ce moment-là, si les fuyards se font reprendre par le peloton, oui, bah ils sont pas tout seuls dans leur équipe. Ils ont bien des équipiers, ces coureurs-là. Bah tout de suite dans la foulée, leur équipier accélère. Oui, puisque cette accélération d'ailleurs pourrait être fatale aux sprinters. Surtout qu'on le sait, après un effort intense pour reprendre des fuyards, le peloton a besoin de souffler, surtout quand on roule à des vitesses aussi élevées que sur les Champs-Élysées, à plus de 50 de moyenne dans la remontée et à plus de 70 dans la redescente. Donc ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, je suis déçu de ne pas le voir. Bon, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais me répéter. Certains vont dire que l'étape des Champs-Élysées est promise aux sprinters, c'est voué à l'échec. C'est donc le contre-avis à mes propres propos. Je vous invite donc à le découvrir. Donc les amis, pour beaucoup, un sprint massif sur les Champs-Élysées est une formalité. On le sait, cette étape est divisée en deux parties. Elle est d'ailleurs surnommée souvent l'étape champagne, entre guillemets, ou bière cette année. Sur la première partie du parcours, les coureurs roulent relativement tranquille. On adopte une allure plutôt tranquille. Le peloton se congratule alors que les équipes gagnantes trinquent à leur victoire. Les équipes gagnantes, le maillot vert, maillot à pois, maillot blanc, maillot jaune, quand c'est pas qu'un seul coureur. D'ailleurs, le maillot jaune est rarement attaqué par ses poursuivants au classement. On parle souvent d'un pacte implicite de non-agression. La seule tentative que l'on recense remonte à 75. C'était la première arrivée sur les Champs-Élysées. Eddy Merckx a attaqué le maillot jaune Bernard Thévenet, mais sans succès. Bon, il faut aussi se dire qu'après 3 semaines de course rude, les organismes sont très fatigués. Le manque de fraîcheur donc peut décourager des audacieux. Et puis aujourd'hui, le parcours proposé est plat. En tous les cas, il est caractérisé comme tel. D'ailleurs, pour la petite stat, seuls 4 échappés ont réussi à aller au bout et piéger des sprinters. On recense celle d'Alain Messelet en 1977 pour la 3e arrivée de l'histoire du Tour de France sur les Champs-Élysées. Celle de Bernard Hinault en 79, vainqueur de l'étape devant le néerlandais Joop Zoetemelk. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui fait que les 2 premiers de cette dernière étape du Tour de France sont les 2 premiers du classement général cette année. Celle d'Eddy Senior en 94 et puis la dernière, celle du Kazakh Alexander Vinokourov en 2005. C'est il y a maintenant 18 ans. Bon, il faut se dire aussi qu'on est très vite découragé côté audacieux, puisque si durant la première partie de l'étape, les coureurs évoluent à une allure lente, près 20-30 km/h grand max, le peloton adopte un rythme d'enfer lorsqu'il pénètre sur les Champs-Élysées. Là, le peloton évolue à une vitesse moyenne de 50 km/h dans la partie montante et dans la partie descendante, on est à plus de 70 km/h. Donc, c'est vrai que ça peut décourager et qu'il va falloir, les audacieux, qu'il va falloir faire un énorme effort pour pouvoir s'extirper du peloton.
D'ailleurs, cette année, les équipes de sprinters sont extrêmement vigilantes. Elles impriment un rythme intense dès l'entrée du peloton maillot jaune sur les Champs-Élysées. Alpecin, Deceuninck, Jayco, Alula en premier. Et puis, dès qu'un coureur veut accélérer, on voit qu'un équipier saute tout de suite dans la roue et ne relaye pas afin de décourager ces coureurs audacieux. C'est vrai qu'avec des équipes de sprinters autant vigilantes, on se dit que c'est voué à l'échec toute tentative, surtout si on voit que dès qu'un coureur tente sa chance, dès qu'un audacieux tente sa chance, il a tout de suite un équipier de sprinter dans sa roue. Pourquoi d'autres vont tenter? Ça ne sert à rien. Moi, je me mets à leur place, le potentiel audacieux. Je me dis, je ne vais pas tenter, je vais me fatiguer pour rien. Je vais avoir un toutou derrière. Et puis voilà, c'est peine perdue. Bon, il y en a quand même qui ont tenté. Je parle de Magnus Cornelsen, Julien Alaphilippe et consorts. Mais sans réussite. Alors peut-être qu'ils n'ont pas adopté la bonne stratégie aussi. Bon, allez, les amis, c'est l'heure de conclure et de répondre à notre question. Si à l'accoutumée, l'arrivée sur les Champs-Élysées offre dans un premier temps une parade des coureurs avant de voir dans un deuxième temps les hommes rapides s'expliquer, lors de cette 110e édition, la possibilité de voir des coureurs audacieux piéger les sprinteurs existait. En effet, sur un Tour de France des plus rudes, les équipes de sprinteurs ont eu du mal à contrôler la course sur les étapes de plate, surtout lors de la 3e semaine, durant laquelle les baroudeurs ont réussi par 2 fois à piéger le peloton. Les amis, on va tout de suite s'attarder aux chiffres du jour, car il y a quelques petites stats intéressantes à savoir. Démarrons tout de suite cette rubrique avec la vitesse moyenne de la course. Le peloton a parcouru 25,7 km dans la première heure de course. Normal, on a préféré se bourrer la gueule. Traite de plaisanterie. Allez, dans la deuxième heure de course, le peloton a parcouru 39,9 km, soit une moyenne depuis le départ de 32,8 km/h. Bon, à savoir, le premier tour de circuit s'est couru à une vitesse moyenne de 54,4 km/h. Donc, on voit que dès l'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est speed. D'ailleurs, l'étape s'est courue à une vitesse moyenne de 39,2 km/h. Alors, quand on commence avec une moyenne de 25 km/h pour la faire augmenter de 15 points, cette moyenne, il a fallu vraiment cravacher. La tête de la course a compté un maximum de 20 secondes d'avance sur le peloton, c'était au kilomètre 94,5. Et puis, le chiffre 20 comme le nombre d'années qui s'est écoulé depuis la dernière victoire française sur les Champs-Élysées. Oui, c'était Jean-Patrick Nazon en 2003. En fait, donc, cette année, la 20e bougie. Ça commence à faire longtemps. Bon, c'est toujours pas les 35 ans de Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France, dernier français à parader en jaune sur les Champs-Élysées, même si le malheureux Laurent Fignon avait réussi à être en jaune sur les Champs-Élysées, mais elle avait perdu sur cette étape finale. C'était un contre-la-montre pour seulement 8 secondes, on s'en rappelle. Voilà, les amis, c'est désormais le moment de découvrir les différents classements et porteurs de maillot. C'est parti. Le top 10 de l'étape, victoire de Jordi Meeus en 2h56 minutes et 13 secondes. Le Belge s'offre une première victoire sur un grand tour. Il devance le vainqueur sortant, le tenant du titre de l'étape des Champs-Élysées, Jesper Philipsen, le maillot vert, qui échoue à la 2e place. Le podium est complété par Dylan Groenewegen. Ensuite, pour compléter le top 5, on retrouve à la 4e place le Danois Mats Pedersen et en 5e, un autre Néerlandais, Chels Bol. Premier français, Brian Kocar, 7e. Les différents porteurs de maillot et classements annexes finales sur cette 110e édition du Tour de France. Jonas Vingegaard en jaune, Giulio Ciccone en poids, Jesper Philipsen en vert, Tadej Pogačar en blanc, meilleure équipe Jumbo-Visma. Et le super combatif du tour, c'est l'infatigable belge Victor Kampenaerts. Le top 10 général final, victoire de Jonas Vingegaard sur ce Tour de France en 82 heures, 5 minutes 42 secondes. Il devance de 7 minutes 29 son rival slovène Tadej Pogačar. En 3e pour compléter le podium, un 2e Émiratis, c'est Adam Yates. Enfin, on complète le top 5 avec la présence d'un autre Yates, du frère jumeau de Adam, c'est Simon, 4e.
qui a récupéré cette 4e place aux dépens de Carlos Rodriguez, 5e lors de l'étape d'hier. On retrouve 2 Français dans ce top 10, David Gaudu 9e et Guillaume Martin 10e. Les amis, attardons-nous à l'étape de demain, notre nouvelle rubrique spéciale 2023. Ah non, il n'y en a plus, le Tour de France est malheureusement terminé, donc on ne va pas pouvoir s'y attarder, on s'y attardera l'année prochaine. Bon, le cyclisme ne s'arrête pas là chez José, vous verrez, il y a encore plein d'autres événements à venir. Voilà les amis, le Tour de France niveau sportif est terminé, mais il n'est pas terminé pour la Team José. Il y aura encore le JT de la 3e semaine et bien évidemment le débrief des 3 semaines du Tour de France, le grand débrief de ce Tour de France. Le cyclisme ne s'arrête pas là non plus, ça me laisse encore le temps d'avoir une petite pensée pour Gino Madère, même pas une petite, une grande, qui nous a quittés le mois dernier sur les routes du Tour de Suisse. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kishet Pali, à la prochaine, salut, ciao, bye bye.